Et maintenant, on va écouter M. Gérald Mauvant qui va nous dire l'interventionnel en ostéo-articulaire. Grâce à la technique, on dispose à partir d'aujourd'hui d'un minuteur, et j'en félicite le technicien d'avoir bien voulu nous mettre à disposition ce minuteur. Donc vous voyez devant sur votre gauche, enfin vous verrez, pour le moment il n'est pas branché, le nombre de minutes qui restent à l'orateur. Et donc l'orateur le voit et la salle le voit. Inutile de vous dire que nous serons intraitables sur les... Parfait. Je voudrais vous parler aujourd'hui de trois grandes catégories de gestes percutanés que l'on fait en radiographie interventionnelle. Les gestes sur les parties molles, les injections spinales de la colonne vertébrale et les gestes plus lourds. Les gestes sur les parties molles étaient classiquement faits à partir de repères cliniques ou radiographiques. Actuellement, ces gestes se font de plus en plus sous guidage échographique. Grâce à un certain nombre d'améliorations, la première de ces améliorations, voilà, ce sont les sondes. Les sondes échographiques ont considérablement évolué en quelques années. Elles sont devenues d'une extraordinaire précision. Deuxième amélioration, c'est un système qui a permis d'accrocher les sondes et donc de libérer les mains de l'opérateur. Et cette petite invention a pas mal changé les choses. Et troisième amélioration, ce sont les échographes. Les échographes ont connu également une extraordinaire évolution en quelques années. Deuxième chose qui a changé, deuxième évolution qui a changé les choses, ce sont l'apprentissage de nouvelles techniques de ponction. Jusqu'à présent, quand vous aviez une cible à l'intérieur d'un organe, à côté d'organes nobles, un nerf par exemple et une artère, en radioscopie, voilà la voie d'abord, c'est en général droit devant. Actuellement, en échographie, les choses ont complètement changé puisque vous posez la sonde sur la structure, vous avez une image ici sur votre écran qui représente la structure anatomique et vous voyez que l'abord va être parallèle à la sonde et vous allez pouvoir suivre la progression de l'aiguille jusqu'à la cible directement sous scopie. Et ça, c'est une évolution extraordinaire puisque vous voyez dans les parties molles votre aiguille avancer. Par contre, il a fallu réapprendre complètement toutes les techniques de ponction qui n'ont rien à voir avec les ponctions sous scopie. Des nouveaux kits et notamment des protections de sondes ont permis de travailler de façon aseptique et le problème des complications infectieuses n'en est plus un. Tout ceci a augmenté la précision, la tolérance de ce type de procédure et qui a vu exploser littéralement son nombre, aussi bien par les radiologues que dans d'autres spécialités. Voici un petit peu une liste non exhaustive de ce que l'on peut faire comme ça, ces différents types de ponctions, d'injections, d'évacuations. Des interventions sur les nerfs périphériques, notamment les blocs tronculaires, mais également les syndromes canalaires, Morton, les névromes sur moignon, les ponctions biopsies sous échographie qui ont littéralement explosé, notamment les masses des parties molles, les biopsies synoviales ou musculaires, les repérages par harpon de masses non palpables, et enfin des gestes plus élaborés dont je vous parlerai tout à l'heure, et notamment les gestes au niveau des calcifications des tendons ou des poulies digitales des doigts arceaux. Alors nous avons, dans la structure où je travaillais en tous les cas, réalisé 823 infiltrations sous échographie en 18 mois. Et vous voyez que ces infiltrations concernent essentiellement la hanche et portent sur les tendons essentiellement et les conflits entre les tendons et les prothèses, et le pied où il s'agit essentiellement également de tendons, de fascia plantaire, ou de névrome de Morton. Je voudrais vous donner quelques exemples de façon à ce qu'on parle de choses tout à fait concrètes. Voici un kyste responsable d'un syndrome du tunnel tarsien. Vous avez ici l'artère, vous avez ici le nerf tibial postérieur, et le kyste est coincé entre ces deux structures. Vous voyez qu'il est possible d'introduire une aiguille sous guidage scopique, c'est sous guidage échographique que vous voyez en permanence. Voici. D'aspirer le kyste, de le laver, puis d'y injecter un dérivé cortisonné. Vous avez ici l'artère, vous avez ici le nerf,
Et pour vous donner une notion de la taille, vous voyez que tout ceci fait 10 mm. C'est-à-dire qu'on a une précision actuellement tout à fait extrême. Jusqu'à présent, devant une calcification de l'épaule, voici ce que l'on faisait. On mettait une aiguille sous scopie, et puis, quand on avait un petit peu de chance, on arrivait à la vider. Mais c'est vrai qu'on ne voyait pas très bien où était le bout de son aiguille, ce que l'on faisait. Actuellement, je suis désolé puisque les vidéos ne marchent pas, mais ce n'est pas très grave. On commence par introduire ici une aiguille dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. On fait une anesthésie de la bourse avec de la xylocaïne. Puis on repère la calcification que voici sous échographie. On introduit une simple aiguille intramusculaire dans la calcification et vous voyez comment on l'évite littéralement par des petites méthodes d'injection et de reflux du liquide. Et en fin de procédure, on injecte un peu de cortisone dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Les résultats sont en général excellents et la morbidité nulle. Voici un troisième exemple. Vous avez une masse non palpable de cuisse. C'est un neurinome de cuisse que l'on repère parfaitement en échographie. Vous voyez qu'on va introduire un petit harpon dans ce neurinome sous anesthésie locale et le chirurgien, le lendemain, n'aura plus qu'à faire une petite incision. En suivant le harpon, il va tomber directement sur ce neurinome qu'il n'aurait eu du mal à repérer autrement. Le problème des prothèses a bénéficié de façon énorme de l'échographie, et notamment les conflits entre les prothèses et le psoas. Voici ici une prothèse. Vous voyez qu'à la suite du scanner, on arrive à voir que c'est ce petit éton métallique ici qui va irriter le psoas. L'échographie va nous confirmer tout ça. Vous avez ici cet éton métallique, vous avez le psoas, cette structure métallique irrite la partie médiale du psoas, mais problème, vous voyez qu'entre les vaisseaux sont placés immédiatement en regard, ce qui contre-indique complètement une voie d'abord sous scopie qui descendrait comme ceci verticalement. Voilà la voie d'abord échographique qui n'a donc absolument rien à voir avec la voie d'abord scopique, elle est même orientée à 90 degrés. Voici ici l'aiguille, vous avez le téton métallique, vous avez les vaisseaux, la pointe de l'aiguille est au contact de ce téton métallique et on va pouvoir l'infiltrer sans difficulté. Des ponctions difficiles, et jusqu'à présent, on n'avait pas notion de ces choses-là. Voici un exemple, c'est une prothèse de genou. Prothèse de genou, vous avez ici une synovite considérable, énorme, vous voyez qu'elle fait 10 mm d'épaisseur. Ponction au lit du patient blanche. Le chirurgien met le patient au bloc, l'endort et crible littéralement son genou de ponction blanche, absolument rien du tout, qui permettent de ramener du liquide devant cette suspicion de sepsis. Vous voyez qu'il est extrêmement facile d'introduire une aiguille sous contrôle écho dans la lumière extrêmement petite, ponction lavage, staphylocoque doré. Donc pour des ponctions articulaires difficiles, on peut utiliser la voie d'écho. Et enfin, dernier exemple de ce que l'on peut faire, c'est une section de poulie digitale sous échographie qui a été faite par Franck Lapègue à Toulouse. Vous avez ici une anesthésie locale. Alors c'est une coupe sagittale, vous avez le tendon, vous avez ici la poulie hypertrophiée. L'échographiste interventionnel va introduire, et je suis désolé puisque ça ne marche pas, voilà, mais enfin bon, c'est pas très grave. On introduit une aiguille dans la gaine du tendon, on fait une anesthésie de la gaine, puis à l'aide du biseau de l'aiguille que l'on va utiliser, non pas comme ceci, puisque ça passerait sous la gaine, mais comme ceci, à la manière d'un petit bistouri. Voilà, on va trancher littéralement la poulie digitale, et vous voyez que le trajet de l'aiguille va être comme ceci, absolument parallèle au tendon, en prenant la précaution de couder l'aiguille auparavant. En paire opératoire, le radiologue interventionnel va pouvoir vérifier la liberté de la poulie et vérifier que son trajet est bien extratendineux, aussi bien dans le plan sagittal que dans le plan axial. Le contrôle clinique pendant la procédure.
et on peut recommencer une deuxième fois s'il existe un doute. Donc, si vous voulez, le guidage échographique en temps réel a considérablement augmenté la précision et la tolérance des gestes sous anesthésie locale. Dans notre série de 823 patients, nous n'avons eu aucune complication. Et ceci a entraîné une augmentation assez importante du nombre d'actes par les radiologues et par les cliniciens. Et le guidage échographique est en train de devenir le gold standard pour les gestes, les petits gestes sur les parties molles. Deuxième grand domaine, ce sont les injections dans la colonne vertébrale. Je vous avais parlé ici même, il y a quelques années, de ces injections qui sont de divers ordres, épidurale, intratécale, foraminale, zygapophysaire, etc. Et la conclusion de l'exposé de l'époque était que pour de multiples raisons, les injections rachidiennes guidées sous scopie avaient augmenté de façon considérable, qu'il y avait des accidents graves, mais Dieu merci exceptionnels, potentiellement catastrophiques, notamment au niveau des injections foraminales, en particulier cervicales. Ça, c'était en 2009. L'AFSAPS a fait une mise au point en 2011 à partir d'une étude qui a été lancée en 2008. Et donc, cette enquête de pharmacovigilance une enquête a été diligentée concernant les effets indésirables neurologiques après injection radioguidée dans la colonne vertébrale. Et cette enquête a montré un risque plus élevé d'infarctus médulaire après infiltration lombaire par voie foraminale chez les patients opérés et un risque d'accident vasculaire cérébral potentiellement fatal et d'infarctus médulaire après les infiltrations au niveau du rachis cervical. Du coup, l'AFSAPS a lancé des préconisations et notamment a sévèrement limité les infiltrations cervicales au NCB évoluant depuis plusieurs mois, patients très bien informés, après évaluation individuelle du rapport bénéfice-risque et au niveau de la colonne lombaire, pas d'infiltration foraminale en première intention, un patient dûment informé, etc., etc. En conséquence, l'AFSAPS insiste très largement sur le degré d'information, de paraplégie, voire même de tétraplégie, et c'est sûr que ça crée quand même une certaine gêne, de ne pas cathétériser les foramens cervicaux lombaires et de ne pas infiltrer les rachis opérés. En pratique, ceci a entraîné une très nette diminution dans le milieu radiologique des injections foraminales lombaires, l'abandon des injections foraminales cervicales et la création de techniques de substitution. Nous avons remplacé les infiltrations foraminales comme ceci, qu'elles soient faites sous scopie ou sous scanner comme ici, par des injections épiduro-foraminales. Vous voyez que la pointe de l'aiguille est placée à l'extrémité médiale du foramen, dans l'espace épidural, ce qui permet quand même une très bonne injection foraminale. Et avec ces techniques, nous n'avons pas eu de problème. Nous avons abandonné complètement les injections foraminales ou pratiquement foraminales cervicales, et elles ont été remplacées par des injections articulaires postérieures sous scanner. Vous voyez qu'en plaçant l'aiguille, on regarde l'interligne articulaire, on arrive à faire passer du produit de contraste dans le canal et donc à remplacer la foraminale. À côté de ça, il y a eu quelques autres gestes qui sont nés depuis cette communication il y a 5 ans, des injections intradiscales de cortisone dans les lombalgies invalidantes avec un signe de modique de type 1 extrêmement marqué comme ici, une toute petite dose d'hydrocortensile. Et vous voyez le même patient 6 mois après, soulagé, avec une diminution de l'inflammation paravertébrale. On ne peut pas faire de statistiques car ces infiltrations sont encore en nombre insuffisant. Et nous avons appris à évacuer un certain nombre de collections intrarachidiennes. Regardez ici un jeune homme de 17 ans qui avait déjà 2 discopathies et un kyste épidural antérieur développé à partir d'une discopathie. Vous voyez une aiguille mise en place dans le canal rachidien en coaxial du 26 gauche, tout petit, évacuation, opacification, puis évacuation du kyste, mise en place d'une petite goutte d'hydrocortensile, et vous voyez que 6 mois après,
le kyste a disparu et la cruralgie n'a pas récidivé. Donc on a pu éviter une intervention chirurgicale chez cet adolescent. Et je terminerai par les gestes plus lourds, qui sont tout à fait à part. On n'est pas dans la même gamme, ce ne sont pas les mêmes équipes qui font ça tout à fait. Par exemple, des destructions de tumeurs bénignes, comme l'ostéomostéoïde, le traitement percutané de kystes intraosseux, les injections de ciment au sein de métastases osseuses, les destructions de tumeurs malignes primitives ou secondaires, et les arthrodèses percutanées, les vissages notamment transsacroiliaques, et les arthrodèses lombaires percutanées. Les indications de ce type de procédure plus lourdes sont prises, bien entendu, en réunion multidisciplinaire. Il n'est pas question que les uns ou les autres fassent une indication de traitement de son côté. Les gestes sont réalisés par des équipes spécialisées et entraînées, à forte activité, avec un plateau d'imagerie lourd, de multimodalité, donc coûteux et réservé à quelques centres, et des possibilités de sédation, de conversion en cas de problème, d'hospitalisation. Alors, en matière d'ostéomostéoïde, par exemple, en matière d'ostéomostéoïde périphérique, vous avez ici un ostéomostéoïde qui est enlevé sous scanner par une très fine. Vous voyez qu'il n'y a pas eu une ablation complète de la corticale médiale du fémur ici. C'est progressivement en train de devenir la règle, l'exérèse chirurgicale des ostéomostéoïdes devenant l'exception, un petit peu comme tu l'as dit tout à l'heure, pour dans le futur les valves. Regardez un ostéomostéoïde tout à fait typique qui fixe à la scintigraphie. On le repère au scanner, il est ici. On va mettre dans le nidus ici une sonde de radiofréquence, on va griller le nidus et vous avez ici à 5 ans, chez un jeune homme asymptomatique, la disparition de ce renflement cortical secondaire. Même au niveau de la colonne vertébrale, la radiologie interventionnelle est en train de remplacer en matière d'ostéomostéoïde la chirurgie. Vous avez ici un ostéomostéoïde que vous avez ici et qui est enlevé à l'aide de radiofréquence, avec au besoin, comme dans cet autre cas d'exérèse, une métastase récivante d'un cancer du testicule. Vous avez ici la métastase. Vous voyez que des sondes de radiofréquence ont été mises dans la métastase, et c'est pour ceci que je vous montre l'image. Vous voyez qu'il y a une injection intracanalaire de CO2 de façon à protéger le névrax de la chaleur entraînée par la procédure. Donc la technique est applicable à proximité des éléments nerveux. Le kyste anévrismal, vous en avez entendu parler lors d'une séance interventionnelle il y a quelque temps, et la sclérothérapie au polydocanol est devenue le gold standard avec un niveau de preuve de niveau 2 par rapport au curage greffe. Les injections de ciment au sein de tumeurs secondaires osseuses et les destructions de tumeurs malignes primitives ou secondaires commencent à se réaliser. Une étude de Yannessi datant de 2012 montre que chez une vingtaine de patients, sous anesthésie locale, pas de complications, avec un guidage mixte radiographique et scanner, et une diminution à 7 mois,75 de 4 points sur le VA, avec une possibilité, une amélioration de la marche et du confort du patient en cas d'atteinte des membres inférieurs ou du bassin. Regardez un myélomultiple, vous avez ici la lésion sous scanner dans l'aile iliaque. L'interventionnel va commencer par faire une radiofréquence, brûler la lésion, puis injecter du ciment, et voici le résultat final. Même chose, une hystéocytose X qui est détruite par radiofréquence sous scanner au niveau de l'aile iliaque droite chez un homme de 28 ans. Un kyste, une tumeur desmoïde récidivante que vous voyez ici, qui est détruite sous radiofréquence par guidage échographique. Et enfin, pour terminer rapidement, les arthrodèses percutanées. Certaines équipes se sont mises à faire des arthrodèses percutanées au niveau de la colonne vertébrale, et c'est sûr que cela, on n'est plus dans le domaine de l'évolution, mais littéralement de la révolution.
puisque voici un exemple de vissage sacro-iliaque pour commencer. Vous avez ici l'état initial, puis l'état après vissage sacro-iliaque. Vous voyez que la procédure se passe sous guidage scanner. Même chose en cas de tumeur bénigne. Vous avez le vissage qui se produit dans les mêmes conditions. Et enfin, sur ce tassement vertébral chez un patient jeune, vous voyez que l'ensemble de cette arthrodèse, aussi bien les vis pédiculaires que les tiges, ont été implantées par voie percutanée sous guidage scanner et radiographique à l'aide d'une instrumentation spéciale. Aussi bien dans un contexte traumatologique que dans le contexte d'une arthrodèse intersomatique. Alors c'est sûr que c'est dans le sens du courant, et je termine là-dessus, dans le sens du courant et qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Jusqu'à présent, vous aviez la chirurgie orthopédique, la radiologie interventionnelle et les autres spécialités. On voit que progressivement, ces cercles sont en train de se recouper. Et pour les jeunes notamment, le problème va être de se situer. Est-ce qu'il va falloir rester à l'extérieur de ces intersections ou plutôt à l'intérieur? Pour ma part, je pense qu'il faut être là et que c'est ça l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Henri. Tu peux aller là. Bien, bravo Gérard pour cette très, très belle communication et ce très beau panorama de tout ce que tu es capable de faire. Alors, la remarque que je ferai, c'est qu'il y a deux choses, tu l'as dit d'ailleurs, très très différentes. Il y a ce qui est léger, sans que ce soit péjoratif pour autant, et ce qui est lourd. Alors, ce qui est léger, si tu veux, ce sont en général des gestes que l'on faisait avant, mais que l'on faisait un peu à l'aveugle. Exactement. Et maintenant, on les fait mieux et plus efficaces parce qu'on les fait radio-guidés ou éco-guidés. Mais ces gestes, si tu veux, ils se font très souvent dans le service de radiologie de l'hôpital ou de la clinique, ou même parfois au cabinet du radiologue. Et ce que l'on demande essentiellement dans ces gestes, bien sûr, c'est qu'ils soient efficaces, mais aussi une asepsie rigoureuse, parce que ça ne marche pas toujours, quand même. Et le chirurgien est parfois obligé de revenir derrière. Et si on est très content que vous puissiez soulager un syndrome du psoas au contact d'un cotyle, si on est très content que vous puissiez faire disparaître une calcification dans le sujet épineux, si l'on est très content que vous puissiez infiltrer un foramen pour soulager une sciatique, on sait bien que ça ne marche pas toujours. Quand ça marche, ça évite une grosse opération. Quand ça ne marche pas, il faut opérer derrière. Donc il faut que ce soit fait avec une asepsie rigoureuse. Voilà. Alors le lourd, par contre, c'est totalement différent. Parce que le lourd, c'est de la chirurgie. Et la différence, c'est que grâce à l'imagerie, ce geste chirurgical qui est le même qu'avant, simplement, il peut se faire par des moyens d'abord beaucoup plus discrets. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une grande balafre et de ruginer des muscles, on peut faire simplement un petit trou pour mettre une vis dans un pédicule. Mais on met quand même une vis dans un pédicule comme avant. Donc ça, c'est de la chirurgie. Ça ne se fait pas au service de radiologie, ça ne se fait pas au cabinet du radiologue, ça se fait dans la salle d'opération, sous anesthésie générale, avec tous les moyens habituels de la chirurgie. Donc pour moi, ça, c'est pas vraiment de l'interventionnel, je dirais que c'est de la chirurgie par rapport moins traumatique, comme on dit maintenant, mini-invasif, mais ça reste quand même un geste chirurgical. Alors la question que je te pose, c'est un radiologue, ça peut se laver les mains. Un radiologue, ça peut mettre une blouse stérile. Un radiologue, c'est aussi capable qu'un chirurgien de prendre un tournevis et de visser une vis dans un pédicule. Donc, est-ce que tu te vois, toi ou tes successeurs, dans quelques années, dans ces salles d'opération multidisciplinaires qu'on va avoir à notre disposition, faire une arthrodèse percutanée en vissant des pédicules, comme ça avait toujours été fait précédemment par des chirurgiens? Voilà une question, à mon avis, qui va se poser dans les années à venir. Je crois que la réponse a été donnée tout à l'heure. Celui qui sait faire, fera. Et on va avoir des équipes qui vont être des équipes très spécialisées dans peu d'endroits, probablement un ou deux ou trois endroits par grande région,
où il y aura des équipes qui vont comporter des orthopédistes, des radiologues interventionnels et peut-être même d'autres spécialités qui feront ça dans des blocs qui seront des blocs particuliers puisque ce seront des blocs couplés à l'imagerie. Et le problème, c'est ce qu'on fait déjà pour les ostéomostoïdes, par exemple. En général, c'est le radiologue qui fait la voie d'abord, et quand il y a un coup de tréphine à donner, c'est l'orthopédiste qui donne le coup de tréphine, mais les deux travaillent ensemble. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des pans entiers qui sont en train de virer comme ça. Et je donnerai un exemple précis, c'est la chirurgie de l'avant-pied. La chirurgie de l'avant-pied, qui se fait maintenant de plus en plus en percutané. Alors c'est quoi? C'est de la chirurgie, c'est de l'interventionnel, c'est une espèce de mixte entre les deux, et ce sont les frontières qui sont en train de s'abolir progressivement. Voilà. Je crois que le problème des frontières, on l'a déjà évoqué, est très important. Et les frontières, il faut faire comme on fait actuellement en Europe, il faut pouvoir les franchir sans avoir à passer la douane. En fait, on voit que l'évolution, actuellement, ça a été dit par Marc Partet et par Gérard Morvan, qu'il y a plusieurs spécialistes qui se mettent ensemble. On a connu ça en urologie, où en urologie, au départ, il y avait un radiologue qui faisait la ponction et l'urologue qui faisait le geste, et puis maintenant, c'est le même qui fait la ponction puis le geste, dans beaucoup de services, pas partout, mais dans beaucoup de services, et à la limite, que ce soit au départ un chirurgien, que ce soit un radiologue, dans la mesure où il aura appris la technique, ça n'aura plus aucune espèce d'importance. C'est pour ça que, à la suite d'IRADJ, on pousse pour dire qu'il faut qu'il y ait des blocs qui soient communs à l'interventionnel et à la chirurgie, parce que c'est comme ça que les frontières disparaîtront, et puis qu'il y aura des gens qui auront appris les techniques, et ça reviendra, et ce sera plus facile d'organisation, d'avoir un praticien qui sait faire les gestes, plutôt que d'avoir deux praticiens de deux spécialités différentes pour un même malade à organiser ensemble. Et donc petit à petit, je sais qu'en urologie, les percutanées maintenant, elles sont faites par une seule personne. Il n'y a plus deux personnes qui viennent les faire. C'est pour ça qu'il est indispensable que les jeunes, notamment, Montupet, d'emblée, acquièrent ces différentes techniques, car c'est pour eux l'avenir. Ça me paraît complètement évident. Merci Gérard, c'est une évolution absolument fantastique dont vous êtes un acteur essentiel. Et il y a une question importante quand même, c'est qu'au regard de la CCAM et de la CHAP, il faut 3 ans pour apporter une nouvelle inscription à la nomenclature. J'aimerais que vous nous disiez un mot des problèmes éventuellement rencontrés là-dessus. Il y a vraiment de gros problèmes dans la mesure où ces actes sont mal cotés, voire même pas cotés du tout, pour la bonne raison qu'ils n'existent pas et que nos autorités de tutelle ne sont pas du tout pressées de les coter dans la mesure où on les assimile à des choses en général moins importantes. Donc ça rentre dans une politique beaucoup plus globale de revalorisation d'un certain nombre de gestes et pour l'instant, je n'ai pas de réponse à te donner parce que ça n'existe pas, tout simplement. La réponse est extrêmement simple. C'est que nous, les chirurgiens, nous aimons trop les salles d'opération et nous n'aimons pas assez les couloirs de ministère. Il ne faut quand même pas oublier, oui, quand vous allez, les chirurgiens veulent bien dédaigner d'aller dans les ministères, ils sont très bien accueillis, ils sont considérés comme des vraies vedettes et ils sont écoutés, mais il n'y en a pas. Donc alors à ce moment-là, on dit il n'y a pas CCAM, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Mais ça n'empêche, combien de temps vous avez passé le temps au cours des 5 dernières années au ministère de la Santé? On a commencé à se battre sérieusement et les choses sont en train là de rentrer dans une phase aiguë. Bien, à l'époque, actuellement, finalement, celui qui fait, c'est celui qui a l'accès, c'est-à-dire qui a la technique, l'imagerie. Et c'est pour ça que les radiologues prennent de plus en plus d'importance pour tous les gestes dits interventionnels. Il va se poser le problème de la formation. Au geste. Donc c'est ceux qui sauront faire qui feront. Et donc on a beaucoup parlé à l'Académie des écoles de chirurgie. C'est des écoles de gestes, en fait, qu'il faut avoir et qui peuvent comprendre également les spécialités dites médicales. Bien entendu. Je pense qu'il faudrait établir des cursus universitaires pour ces types d'interventions. Et encore une fois, c'est pour ça que dès maintenant, il faut que les jeunes des spécialités s'y mettent tout de suite, parce que sinon, il sera trop tard pour eux. On va vous passer le micro.
Oui, bonjour Thierry Ponchon. Concernant l'inscription des actes à la nomenclature, enfin la CCAM, bon, je crois que je suis un spécialiste pour aller me bagarrer auprès des instances. Je crois que la solution, elle passe par l'Europe. Voilà. Elle passe par l'Europe. Non, c'est pas que l'HAS fasse un mauvais travail. L'HAS fait un très bon travail d'instruction, mais on ne peut pas instruire autant d'actes de façon le mieux possible, enfin, etc., en tenant compte de l'état de l'art. Ça demande un temps considérable. Donc, ils sélectionnent, et du coup, ils instruisent très très peu de gestes. Il faut faire ce qui s'est passé pour le médicament. C'est le médicament, il y a une agence européenne, et qui a délégué à tel pays l'étude d'un médicament, à tel autre pays l'étude d'un médicament, etc. Tant qu'on n'aura pas une agence européenne pour les procédures chirurgicales ou radiologiques ou endoscopiques avec le matériel qui s'y rattache, eh bien ça ne fonctionnera pas. Voilà. Je suis assez d'accord, il y a un autre élément quand même, c'est que l'HAS fait le boulot. La difficulté, elle est que dans les problèmes de changement de nomenclature, ça dépend, déjà la HAS, il y a 2 structures qui s'occupent de ça et qui n'ont pas toujours le même avis. Et la deuxième chose, c'est que ça dépend de l'assurance maladie. Je donne l'exemple de l'urologie ou les néphrectomies par celluliochirurgie, alors que vous pouvez compter, les urologues ont fait du lobbying très puissant pendant longtemps, ça a quand même mis 10 ans pour que la néphrectomie par celluloscopie rentre dans le cadre de la nomenclature. Il y a manifestement, du part de l'assurance maladie, une volonté pour les actes chirurgicaux de ne surtout rien changer. Donc j'ai peur que même par la voie européenne, comme ils ne veulent pas que ça change pour des raisons purement financières, il y a une volonté, enfin le directeur de l'assurance maladie qui vient de partir ou qui va partir était un champion pour éviter que ça bouge. Donc il y a aussi derrière des arguments moins scientifiques malheureusement. Je suis tout à fait d'accord pour dire que je pense que le blocage, il est surtout financier. Je vous donne un exemple parce que j'avais discuté un peu, bon je suis moins vindicatif que Thierry et moins dans les instances que lui, mais j'ai discuté avant pour les actes nouveaux que l'on fait en chirurgie endoscopique. Et là on m'a répondu, ben voilà monsieur Partey, vous avez tout à fait raison, c'est très intéressant ce que vous faites. Donc ce que nous allons faire, vous savez, la gastroentérologie c'est un gâteau, donc on va prendre de l'argent à la coloscopie diagnostic et pour le donner aux actes de chirurgie endoscopique. D'un air de dire, vous allez avoir 3000 gastroentérologues qui vont vous tomber dessus parce que vous prenez leur part. Donc voilà, le problème, clairement, je pense que c'est un blocage de l'assurance maladie, un blocage financier. Ils essaient de retarder de plus en plus les échéances financières. Monsieur Ponchon, vous allez répondre et puis vous allez venir ici pour faire votre communication en même temps. Non mais, effectivement, il ne faut pas être naïf. Il n'y a qu'un gâteau, et il a une certaine taille, il a plutôt tendance à se réduire, on pourrait dire, etc. Et il y a une compétition éventuellement entre les différentes spécialités, d'ailleurs, pour récupérer la plus grande part du gâteau. C'est comme ça. Mais dans sa part de gâteau, effectivement, quand on est, comme moi, même si je suis universitaire, un peu syndicaliste, non pas pour défendre mes revenus, qui ne sont pas terribles, mais pour défendre les revenus de mes confrères et pour défendre en quelque sorte le fait que il faut que la médecine évolue, elle doit être payée en fonction de son évolution. Quand on est comme moi, on comprend très vite que il faut savoir soit privilégier des techniques de pointe, soit privilégier des techniques plus basiques, mais pour le plus grand nombre des gastroentérologues. Donc c'est pas une décision si simple. Voilà. Le gâteau est malheureusement fini. Ce qu'il faut, c'est, je pense, il faut imposer quand même aux autorités l'état de l'art. S'il y a quelque chose, je ne sais pas, s'il y a une évolution qui est quand même considérablement meilleure que ce qui se faisait avant, il faut l'imposer. Et pour l'imposer, je pense quand même que ça passera par l'Europe. Parce que par l'Europe, on pourra se répartir tout le travail d'instruction. Et après, restera à chacun de se battre contre l'assurance maladie. Mais au moins l'instruction, il faut qu'elle soit plus rapide.